Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un item absolument incontournable pour les DN, la dermatite atopique. C'est une pathologie que l'on rencontre tout le temps, elle est chronique et pour le concours, il faut la maîtriser sur le bout des doigts. De la physiopathologie la plus fondamentale jusqu'aux stratégies de traitement les plus fines. Allez, c'est parti pour une analyse complète. Alors, pour bien commencer, posons les bases. La dermatite atopique, qu'on appelle aussi DA, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui dure dans le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment deux choses. Un prurite, c'est-à-dire des démangeaisons, qui est vraiment féroce, quasi permanent, et des lésions qui ressemblent à de l'eczéma. Et tout ça, ça vient d'un mélange complexe de facteurs. La génétique, le système immunitaire et l'environnement. C'est ce qui explique pourquoi c'est si compliqué et pourquoi il faut agir sur plusieurs fronts pour la traiter. Voici notre plan de bataille pour décortiquer cet item. On va démarrer avec les mécanismes de la maladie, la physiopatho. Ensuite, on verra comment elle se manifeste et comment on pose le diagnostic. On enchaînera avec les autres maladies qui peuvent y ressembler et les complications à ne surtout pas rater. Puis, on détaillera les traitements, ce qu'on fait quand ça ne marche pas, et on finira par une synthèse avec tous les points clés à retenir pour le jour J. Allez, on attaque la physiopathologie. Et attention, comprendre ces mécanismes, ce n'est pas juste de la théorie. C'est ce qui va justifier chacune de nos décisions en clinique, du choix d'une simple crème hydratante à celui d'un traitement plus complexe. C'est vraiment la clé de voûte pour tout comprendre. En gros, la physiopathologie de la dermatite atopique, elle repose sur trois grands piliers qui sont liés les uns aux autres. D'abord, il y a un terrain génétique qui rend la barrière de la peau fragile. Ensuite, une réaction du système immunitaire qui est complètement anormale, disproportionnée. Et pour finir, des facteurs dans notre environnement qui vont venir appuyer sur la gâchette. On va détailler chacun de ces points. Le premier pilier, c'est la génétique. Et ça, c'est un point absolument majeur. Plus de la moitié des patients ont quelqu'un dans leur famille proche qui a aussi de l'atopie. On parle souvent de la marche atopique pour décrire ça. Très souvent, la dermatite atopique est la toute première manifestation chez le bébé, puis ça peut évoluer vers une allergie alimentaire, ensuite de l'asthme et enfin une rhinite allergique à l'adolescence. Et au cœur de cette prédisposition génétique, il y a une protéine qui est devenue une vraie star, la filagrine. On retrouve une mutation de son gène, le gène FLG, chez presque un tiers des patients. La conséquence, elle est très concrète. La peau devient une véritable passoire. Ça entraîne une perte en eau massive, ce qui explique la peau très sèche, la xérose, et surtout, ça ouvre grand la porte aux allergènes et aux microbes, en particulier le staphylocoque doré, qui adore coloniser la peau des atopiques et qui entretient l'inflammation. Le deuxième pilier, c'est l'immunologie, avec un double problème. D'un côté, l'immunité innée, notre première ligne de défense, est moins efficace. Le corps produit moins de peptides antimicrobiens. C'est pour ça que les patients sont plus sujets aux surinfections de la peau. De l'autre côté, l'immunité adaptative est déréglée. Elle penche vers une réponse de type Th2, la voie de l'allergie. C'est cette voie qui va déclencher la production d'IgE et de cytokines qui attisent l'inflammation, comme l'IL4 et l'IL13. Ça crée un vrai cercle vicieux d'inflammation et de démangeaison. Et enfin, le troisième pilier, l'environnement. Ça inclut des choses simples comme les savons irritants ou les allergènes classiques. Mais le concept le plus important à comprendre ici, c'est l'hypothèse hygiéniste. L'idée, c'est que nos modes de vie très propres nous exposent moins aux microbes quand on est petit. Du coup, notre système immunitaire n'apprend pas bien à se défendre contre les infections et reste bloqué sur une voie allergique de type T2. C'est une des théories qui expliquerait pourquoi il y a de plus en plus de cas de dermatite atopique. Bon, maintenant qu'on a bien compris la mécanique de la maladie, voyons comment ça se traduit en clinique. Le diagnostic de la dermatite atopique est un diagnostic clinique. Il n'y a pas de prise de sang ou de test magique. Il faut donc être incollable sur les signes à reconnaître. La clinique, elle se présente en deux grandes phases. D'abord, la phase aiguë, on pourrait l'appeler l'eczéma humide. On voit des plaques rouges mal délimitées, avec de toutes petites bulles, des vésicules, qui se cassent, suite, puis forment des croûtes. Et puis il y a la phase chronique, l'eczéma sec. À force de se gratter, la peau s'épaissit, elle devient quadrillée, c'est ce qu'on appelle la lichénification, et elle est extrêmement sèche, c'est la xérose. Un point absolument crucial pour le diagnostic, c'est la localisation des lésions. Elle change avec l'âge et c'est très caractéristique. Chez le tout petit, le nourrisson, ça touche les zones bombées, les joues, le front, la face externe des bras et des jambes. Et un signe très important, ça épargne la zone de la couche. Après 2 ans, les lésions migrent dans les plis, derrière les genoux, aux plis du coude, aux poignets. Et enfin, chez l'adolescent et l'adulte, ça va toucher préférentiellement le visage, le cou et les mains. C'est un indice diagnostique majeur. Au-delà des plaques d'eczéma, il y a toute une constellation de petits signes qui viennent compléter le tableau.
Le prurite, bien sûr, c'est le maître symptôme, il est quasi constant. La xérose, la peau sèche, on la retrouve presque toujours. Et puis il y a des signes plus discrets mais très évocateurs. L'hypopigmentation après une poussée, le signe de Denny Morgan, ce petit double pli sous les yeux, ou encore la fissure qu'on peut voir juste derrière le lobe de l'oreille. C'est un point sur lequel il faut vraiment insister. Le diagnostic de la dermatite atopique est et reste clinique. Ça veut dire qu'en première intention, on n'a besoin d'aucun examen complémentaire. Pas de dosage d'IgG, pas de test allergicologique et encore moins de biopsie de peau. L'interrogatoire et l'examen clinique suffisent. Pour nous aider à poser ce diagnostic de façon standardisée, on peut utiliser les critères de Williams. C'est très simple. Le point d'entrée, c'est le prurite. C'est obligatoire. Ensuite, il faut au moins 3 des 5 autres critères. Des antécédents personnels d'atopie, un début avant l'âge de 2 ans, une histoire de lésion sur les zones convexes chez le nourrisson ou dans les plis chez l'enfant, et enfin, une peau sèche généralisée. C'est un outil vraiment pratique et fiable. Une fois qu'on suspecte le diagnostic, il faut être capable de l'affirmer en écartant ce qui pourrait y ressembler. Et il faut aussi rester très vigilant face aux complications, qui sont de vrais signaux d'alerte. Les diagnostics différentiels ne sont pas les mêmes selon l'âge. Chez le nourrisson, le principal piège, c'est la dermite séborrhéique. Elle touche le cuir chevelu, les fameuses croûtes de lait, et le siège. Les scames sont plutôt jaunâtres, grasses, et surtout ça ne gratte pas, ou très peu. Il faut aussi penser à la gale. Là, le prurite est terrible, surtout la nuit, et il faut avoir le réflexe de regarder les paumes et les plantes des pieds. Plus tard, chez l'enfant et l'adulte, on pourra discuter une dermite de contact allergique, un psoriasis des plis ou encore la gale, toujours elle. La complication qu'on voit le plus souvent, c'est la surinfection par le staphylocoque doré. On parle d'impétiginisation. Cliniquement, on voit apparaître des croûtes jaunâtres qu'on dit mélissériques, ça ressemble à du miel séché, et c'est souvent suintant. C'est un facteur qui aggrave la maladie et une cause fréquente d'échec du traitement. L'autre complication, beaucoup plus rare, mais infiniment plus grave, c'est la surinfection par le virus de l'herpès, le HSV. Ça donne ce qu'on appelle l'eczéma herpéticum, ou le syndrome de Kaposi-Julisberg. Et ça, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique absolue. Le tableau clinique est très brutal. C'est une éruption de plein de petites vésicules, puis de pustules, toutes identiques, avec un petit creux au centre. On dit qu'elles sont ombiliquées. Elles peuvent se regrouper et former de larges plaies. Et tout ça arrive dans un contexte de fièvre élevée et d'état général très altéré. C'est un tableau qu'il faut savoir reconnaître immédiatement. La conduite à tenir face à cette urgence est un triptyque simple. Primo, hospitalisation et traitement par acyclovir en intraveineux sans perdre une minute. Secondo, on arrête immédiatement toutes les crèmes et surtout les dermocorticoïdes qui pourraient faire flamber l'infection virale. Tertiaire, on fait un bilan complet pour chercher des complications sur d'autres organes, notamment les yeux, car la kératite herpétique peut menacer la vue. On passe maintenant au traitement. La prise en charge de la dermatite atopique, c'est un marathon. Ça repose sur une stratégie en 3 volets. Il faut traiter l'inflammation pendant les poussées, il faut réparer la barrière de la peau tous les jours et il faut éduquer le patient pour qu'il devienne acteur de sa prise en charge. Le message doit être très clair. Les dermocorticoïdes, les DC, sont le traitement de première ligne, la pierre angulaire du traitement des poussées. Leur but, c'est d'éteindre l'incendie inflammatoire. On choisit une puissance adaptée à l'âge du patient, à la zone à traiter et à la sévérité des lésions. La question, ce n'est pas seulement quel dermocorticoïde utiliser, mais surtout comment bien l'utiliser. Et la question de la quantité est absolument centrale. C'est ce qui va conditionner l'efficacité du traitement et l'observance du patient. La réponse standard, c'est la règle de la phalangette. Une unité phalangette, c'est la quantité de crème qui sort d'un tube et qui couvre la dernière phalange de l'index d'un adulte. Cette quantité, environ 0,5 g, permet de traiter une surface qui correspond à 2 paumes de main. C'est un outil tout simple, mais crucial pour bien éduquer les patients. À côté des dermocorticoïdes, on a une autre classe de médicaments, les inhibiteurs de la calcineurin topique, comme le tacrolimus. C'est une option de deuxième ligne, très intéressante pour les zones fragiles comme le visage, où on veut éviter les effets secondaires des corticoïdes, ou en traitement d'entretien pour espacer les crises. Leur prescription est un peu plus encadrée. Mais attention, traiter les poussées ne suffit pas. Les mesures à côté sont fondamentales. En tête de liste, l'application tous les jours et généreusement d'émollients sur tout le corps. C'est ça, le vrai traitement de fond, celui qui répare la barrière cutanée. On y ajoute des règles d'hygiène simples, une douche tiède et courte avec un produit lavant doux. On évite les irritants connus. Et surtout, on fait de l'éducation thérapeutique. C'est la clé du succès sur le long terme. Et maintenant,
Que faire quand on a un patient dont la dermatite ne s'améliore pas alors que le traitement semble correct? C'est une situation qu'on rencontre souvent. Avant de se dire que c'est une forme sévère, il faut mener une petite enquête, de façon méthodique. Souvent, les causes de l'échec sont assez simples. La première, et de très très loin, c'est la mauvaise observance. Le patient met pas assez de crème, pas assez souvent, ou il arrête le traitement trop tôt. La deuxième, c'est la corticophobie, cette peur irrationnelle des crèmes à la cortisone. Et puis, il faut toujours se reposer la question du diagnostic et chercher une complication qui serait passée inaperçue, comme une surinfection ou une allergie de contact qui se serait ajoutée. La corticophobie, elle se nourrit de fausses croyances, comme on le voit dans cette citation qui mélange un peu tout. Le rôle du médecin, c'est de chercher activement ces peurs, parce que les patients n'en parlent pas toujours spontanément, et de les démonter avec des explications claires et rassurantes sur la sécurité des traitements quand ils sont bien utilisés. Ce n'est qu'après avoir écarté un problème d'observance, un mauvais diagnostic ou une complication qu'on peut commencer à penser à des tests allergologiques. Attention, ce n'est absolument pas systématique et ça répond à des indications très précises qui sont listées dans l'encadré 13.1 du référentiel. Regardons cet encadré en détail. On va chercher une allergie alimentaire dans 3 situations. D'abord, s'il y a des signes de réaction juste après avoir mangé un aliment, comme une urticaire ou un gonflement. Ensuite, face à une dermatite atopique sévère qui résiste à un traitement bien mené. Et enfin, et ça c'est un vrai drapeau rouge chez l'enfant, en cas de cassure dans la courbe de poids et de taille. On continue avec les autres indications. On va explorer les allergies respiratoires s'il y a des signes associés, comme de l'asthme ou une rhinoconjonctivite. Et enfin, on suspectera un eczéma de contact qui s'est ajouté par-dessus si les lésions sont localisées à des endroits bizarres ou si la dermatite s'aggrave bizarrement avec les traitements, ce qui peut faire penser à une allergie à un des composants de la crème. On arrive au bout de cette analyse. Il est temps de distiller les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument avoir en tête pour les DN. Pour résumer, tout part d'un diagnostic qui est purement clinique, basé sur une localisation des lésions qui change avec l'âge. Ce tableau clinique s'explique par la physiopathologie, une barrière de la peau qui est défaillante, notamment à cause du déficit en filagrine, et une réponse immunitaire qui penche vers le TH2. Logiquement, le traitement va cibler ces 2 aspects, les dermocorticoïdes pour calmer l'inflammation et les émollients pour réparer la barrière. Le principal frein à l'efficacité du traitement, c'est la corticophobie qu'il faut déconstruire grâce à l'éducation thérapeutique. Et enfin, gardez toujours en tête les 2 complications à ne pas rater, l'impétigo et l'urgence absolue qu'est l'eczéma herpeticum. Et pour finir, une question qui résume bien la démarche clinique. Face à une dermatite atopique qui ne s'améliore pas, quel doit être le premier réflexe? Est-ce qu'on se lance dans des explorations allergologiques compliquées ou est-ce qu'on revient aux bases en réévaluant très soigneusement comment le traitement est appliqué et si le patient le suit bien? La réponse est dans la question. C'est sur cette note de pragmatisme clinique que l'on termine notre analyse.